Francosphère. Dominique Rodrère. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Francosphère qui fait une halte au FIFDA, le Festival international des films de la diaspora africaine à Paris. Nous recevons un Français qui vit depuis des décennies en Californie. Pascal Giacomini a réalisé un documentaire sur ses collègues artistes de Port-au-Prince intitulé « Hors du chaos ». Avec lui, nous tenterons de comprendre pourquoi et comment le rayonnement artistique de Haïti est inversement proportionnel à son poids économique. Dans Le goût de l'enfance d'Anne Bonneau, Mickey se souvient des oranges de Tahiti, mais surtout qu'avant l'arrivée du centre d'expérimentation du Pacifique, on les échangeait contre des papayes ou des mangues et qu'après, on s'est mis à les vendre. Par ici, la sortie avec le Speak French en fin d'émission. Jean-Marie Chazot nous parlera de ces Québécois qui veulent que le mot sortie soit écrit en aussi grosses lettres qu'exit dans les avions. Francophonie ? Qu'est-ce que ça dit ? Francophone ? Qu'est-ce que ça donne ? Bonjour Pascal Giacomini. Bonjour Dominique, merci de m'avoir. Mais je vous en prie, vous vivez depuis très longtemps aux États-Unis, un pays monde. Est-ce que vous y constatez un communautarisme linguistique, c'est-à-dire les hispanophones avec les hispanophones, les créolophones avec les créolophones, les sinophones avec les sinophones et les francophones avec les francophones ? Oui et non. Oui pour toute la partie latino de la population, c'est-à-dire essentiellement une très grande majorité de Mexicains, mais qui se mélangent également avec énormément de gens d'Amérique centrale, Guatemala, Honduras, Salvador. D'ailleurs, dans mon métier de sculpteur, j'ai toujours des assistants, lesquels sont toujours latinos. Et pourquoi ? Parce que d'abord, sur un plan purement pratique, il coûte beaucoup moins cher. Je ne peux pas payer un assistant au même prix que je me paierais moi-même, par exemple, pour commencer. Aussi... Donc les lois du marché existent dans les considérations artistiques et il faut en tenir compte, c'est ça que vous nous dites ? Exactement. Sans compter que je parle espagnol, je suis trilingue. Donc parlant espagnol... j'allais dire je deal, mais de temps en temps, j'ai des anglicismes qui se glissent dans mon français. Au Guatemala, par exemple, il y a une longue tradition de travail du métal, des gens qui sont venus travailler avec moi, qui avaient déjà 50, 10 ans, 15 ans d'atelier de métal. Et donc, voilà des gens qui sont de fantastiques assistants et qui, à 95%, ne parlent pas anglais. Alors, il y a la langue qui peut changer l'état d'esprit. Est-ce qu'il y a aussi une forme d'américanisation ? Parce que là, vous êtes en train de nous parler comme un Américain. Un Français ne dirait pas ça, ne dirait pas ça coûte moins cher, donc c'est là que je vais. Oui. En tant qu'artiste, je n'ai pas... il faut que j'utilise des gens que je puisse, je sois capable de payer. Aussi, ce sont des gens qui ont une bonne compréhension du travail manuel et qui, du fait qu'ils ne parlent pas l'anglais, malgré que j'ai certains assistants qui ont passé des années avec moi et je leur dis, mais enfin, apprends l'anglais, fais tes papiers, apprends l'anglais. Non, ils ne le font pas. Donc, au bout du compte, quand il y a quelqu'un comme moi qui parle la langue, eh bien, ils ont du boulot et il y a un tarif dans la population immigrée qui est différent de tarifs dans la population, disons, laborieuse californienne. Alors, dernière considération sur la langue, même si là, on était dans des questions très matérielles. En quelle langue rêvez-vous, Pascal Giacomini ? Anglais. Anglais ? Anglais ou français, mais souvent anglais. Et ça change quelque chose ? Non, pas vraiment. C'est surtout que je pense beaucoup plus en anglais qu'en français. Ceci étant, pour revenir à la population latino, ce sont surtout des gens qui ont une éthique de travail qui est parfaitement de qualité. Et ce sont des gens qui savent travailler. Et j'ai un rapport du français à l'espagnol, on se comprend beaucoup mieux. Donc, ce n'est pas seulement l'aspect matériel. L'aspect matériel est là, donc de toute façon, on va avec. Mais c'est une compréhension au niveau des valeurs, au niveau du langage, de la façon dont on se salue, dans la façon dont je leur dis de faire quelque chose, dans la façon dont ils me répondent, qui est ce côté latin qui fait que la communication est plus facile
en tout cas pour eux avec moi, qu'elle ne le serait souvent avec des Américains. Si vous vous demandez encore qui vous parle, qui est Pascal Giacomini, voici le portrait coupé, décalé de notre invité par Corinne Alexia, qui à la manière des artistes escamote votre prénom. Qui ne connaît pas Giacomini? Ah bon? Vous ne le connaissez pas? Vous ne savez pas que ce skieur devenu sculpteur s'est marié avec Madame Fabius pour son plus grand bonheur? Karine Fabius lui a fait découvrir son pays d'Haïti, un tremblement de terre dans sa vie d'artiste. Giacomini a trouvé sa voie et ce sera une voie ferrée. Il sculpte le fer avec les artistes de la Grand-Rue, il participe à la Biennale du Ghetto, il les filme pour son documentaire Hors du chaos et fait venir Haïti en Californie dans la galerie Lacaille qu'ils ont ouverte, Karine et lui. Mais en passant du Kenya à Bastia, de Hollywood à l'Italie, le globe-trotteur Giacomini ne court-il pas derrière une forme d'homonymie? Ne court-il pas derrière l'homme qui marche? Giacomini ne rêve-t-il pas d'être Giacometti? Alors à l'image de Victor Hugo annonçant « Je veux être Chateaubriand-Aurien », vous êtes-vous dit la même chose? Je veux être Giacometti-Aurien, Pascal Giacomini? On m'a souvent demandé pourquoi je n'étais pas Giacometti et à quoi j'ai répondu que les places au sommet étaient... C'est une espèce de frustration du coup? Non, du tout. C'est au début dans ma carrière, beaucoup de gens pensaient que certaines de mes œuvres ressemblaient à Miro. C'était un compliment. Quand on me dit est-ce que vous êtes Giacomini, je dis merci infiniment. Je ne suis pas Giacometti, je suis Giacomini, mais je prends le compliment. Et en plus, il y a un autre Pascal Giacomini. Quand on fait des recherches, on tombe sur un artiste peintre corse. Cette homonymie ne crée pas des quiproquos? Pardon, il n'est pas peintre, il est maroquinier. Non, il y a un maroquinier, mais il y a aussi un peintre. Ah, il y a aussi un peintre. Oui. Ah, je ne le connaissais pas, celui-là. Non, on est franchement dans des domaines totalement différents. Sans compter qu'à part la sculpture, j'ai fait beaucoup ce que l'on appelle, avec le sens pragmatique américain, je suis un artiste fonctionnel. C'est-à-dire que je crée des objets et des meubles qui sont en fait des sculptures et ce, sur commande en général. C'est le fait d'avoir une épouse haïtienne qui vous a branché sur Haïti, ou c'est votre intérêt pour Haïti qui vous a fait rencontrer votre femme? Rien à voir. Oui et non. 10 ans avant de rencontrer ma femme, j'avais passé 1 mois en Haïti, à une époque où je voyageais beaucoup. Et ensuite, c'est parfaitement par accident qu'en fait, j'ai rencontré ma femme dans la bonne tradition, dans un club de nuit. Et il y a beaucoup de Fabius en Haïti? Oui. D'ailleurs, je crois que l'arrière-grand-père de ma femme s'appelait Charles Fabius et était un instituteur, un professeur normand et qui est venu s'installer en Haïti dans les années 30. Apportez-moi le bien, apportez coco yéna, c'est pas moyen. Pas bon tout bas, arrachez à moi, pas de valise, il me doit plaire. Pas bon tout bas, arrachez à moi, pas de valise. Attention carotte, attention cocoyer, attention carotte, attention cocoyer. Extrait de la bande originale de votre documentaire Hors du chaos, tourné à l'occasion de la 2e Biennale du Ghetto de Port-au-Prince, une manifestation artistique à laquelle vous étiez invité, Pascal Giacomini, à participer avec les artistes de la Grand-Rue. Qu'est-ce qui les relie entre eux, ces artistes? Ce qui les relie, c'est une approche complètement iconoclastique. Ce sont parmi les premiers qui ont commencé réellement à créer de l'art à partir de garbage, à partir de carrément de la poubelle. De détritus. À partir de détritus. Et la plupart d'entre eux, la plupart d'entre eux sont sur des sujets vaudous parce que le vaudou, tout le monde ne pratique pas le vaudou en Haïti, mais tout le monde est vaudouisant. C'est une source d'inspiration pour tous. La société haïtienne est vauduisante de la même façon que la société française. Nous sommes, plus personne ne va à l'église, mais nous sommes une société catholique, de tradition catholique. Ils sont donc une société de tradition vaudou. Et le vaudou ayant un panthéon de plus de 300 dieux,
En grande partie, c'est une iconographie qui est venue d'Afrique de l'Ouest. Il y a un fond d'histoire extraordinaire et de représentation graphique à représenter. C'est ce sur quoi il travaille. Le fait que le tempérament artistique soit très répandu en Haïti, est-ce que ça banalise pas les artistes ? Du tout. Du tout. De tous les pays dans le monde, je ne connais aucun autre pays dans le monde qui ait la même puissance, la même énergie de créativité artistique qu'en Haïti. Il y a en Haïti aussi une motivation, une motivation financière, dans le sens que la population est tellement pauvre. Les gens, ce groupe Atis Résistance qui travaille dans le ghetto. Ghetto en créole, c'est bidonville. Ils s'appellent eux-mêmes, il y a Télé-Ghetto, ils s'appellent le ghetto, c'est comme cela. Coupé. Donc, ils se sont regroupés autour de cela, et à un moment donné, ils voulaient aller... ils ont commencé à avoir des représentations et des expositions à l'étranger, et ils ne pouvaient pas obtenir, la plupart du temps, de visa, spécialement pour les États-Unis. Donc, ils ont décidé de créer leur propre événement et de faire venir les gens. Mais alors la spéculation artistique, la spéculation qui se fait sur l'étoile, sur les travaux haïtiens, elle se fait surtout en dehors d'Haïti. Est-ce que les créateurs en touchent sur place leur juste part ? Oui et non. D'abord, voilà, je reviens à cela. Aux États-Unis, par exemple, dans la population noire, la grosse sortie, c'est le basketball. C'est une façon de s'en sortir, le sport, le foot en Afrique, le basketball aux États-Unis. En Haïti, c'est l'art. Spécialement, les gens sont tellement pauvres que faire de l'art à partir de la poubelle veut dire que vos fournitures sont gratuites. En fait, tout s'achète, tout se revend aux États-Unis, y compris n'importe quel bout de métal, y compris la poubelle. Mais c'est accessible, ils peuvent le faire. Et ce groupe particulièrement a eu beaucoup de succès parce qu'il a vraiment un côté parfaitement révolutionnaire dans leur approche artistique, et ils ont eu des expositions dans le monde entier, dans des musées de haut niveau. Francosphère, Dominique Rodrey. Nous sommes en compagnie de Pascal Giacomini, présent au FIFDA, le Festival international du film des diasporas africaines à Paris, avec son film documentaire Hors du chaos, le voyage d'un artiste en Haïti. Il y montre son expérience partagée de sculpture à partir de matériel de récupération pour le compte de la Biennale du Ghetto à Port-au-Prince. Nous y reviendrons après un changement d'océan, cap sur le Pacifique avec Mickey de Tahiti, dont les oranges finissent par prendre une saveur amère dans ce documentaire sonore d'Anne Bonneau. Aller dans la brousse, récupérer des mangues, des avocats, des pamplemousses, des oranges, enfin les oranges, il faut aller au plateau. Là, je suis allé une seule fois, c'était assez chaud quand même. En fait, le plateau des orangers à Tahiti, c'est un endroit qui est accessible après une marche d'une bonne demi-journée quand même, et en y allant sérieusement. Et avec des passages vraiment pas rassurants, quoi. C'est-à-dire qu'on est sur un bout de corniche qui fait 40 cm de large, puis à un moment elle s'arrête, on a juste un câble qui traverse et on se sert de ça pour traverser. Et on a joyeusement... je sais pas, parce que j'avais 13-14 ans. Mais dans mon souvenir, ça devait faire quelque chose comme aux alentours de 200 mètres peut-être. Mais en tout cas, c'était très impressionnant. C'est extraordinaire, ils sont en retard. On allait pour en vendre, mais on trouvait un petit peu dommage de vendre ce dont on avait besoin. Donc on répartissait surtout dans les familles, quoi. C'était surtout comme ça que ça fonctionnait. Oh, une choucroute! Je me rappelle avec les voisins qu'on avait, on échangeait toujours, quand on était en panne de beurre ou de sel, ou on avait 3 régimes de bananes. Enfin, on ne va pas manger 3 régimes de bananes, donc on en donne un. Du coup, il a des papayes, il nous les donne. Et puis, on fonctionnait beaucoup comme ça. Oh, une grenouille! Il y avait une autre mentalité qui a beaucoup changé à partir de 67, mais vraiment de manière vraiment violente, au bout d'une petite dizaine d'années. Ça a modifié complètement le comportement, l'économie de l'île, donc les comportements alimentaires.
Quand vous avez quelque chose comme, il me semble, 30 000 militaires ou assimilés militaires ou travaillant pour le CEA ou en tout cas travaillant autour de ce milieu-là, 30 000 personnes qui arrivent avec des salaires métro multipliés par pratiquement 2, à 8. Eux, ils se prenaient un petit peu pour des conquérants, ce qui était un petit peu dommage parce que du coup ça provoquait des clivages. Et surtout, ils avaient beaucoup plus d'argent. Et donc on a commencé à avoir beaucoup plus de gens qui vendaient ce qu'ils avaient dans leur jardin plutôt que de le consommer pour pouvoir acheter des produits importés. Pascal Giacomini, vous avez fait une multitude de voyages en Haïti, rien que pour le film, vous y êtes resté 1 mois par an pendant 7 ans. Qu'est-ce que vous en ramenez sur le plan gustatif pour rester sur le goût de l'enfance ? Sur le plan gustatif, eh bien, je suis marié dans une famille haïtienne et ma belle-mère, qui maintenant est à New York et qui a 87 ans, mais avant cela faisait partie du club gastronomique de Port-au-Prince. Donc vous étiez plutôt choyé de ce côté-là. Parfaitement, et la cuisine haïtienne est tout à fait remarquable. Il y a un mélange de cuisine créole, de recettes françaises, c'est une île, cela vient de tous les côtés, mais les Haïtiens savent cuisiner, savent utiliser les épices, et généralement, on mange très bien là-bas. Ça a réussi à chasser vos propres goûts de l'enfance corse ? Oh oui, non. D'abord, j'ai grandi à Paris, je suis d'origine corse. Oui, c'est parfaitement... C'est une autre... À Rome, fait comme les Romains, donc en Haïti, je mange à l'haïtienne, et voilà. Il est question de grands changements dans le reportage sonore qu'on vient d'entendre avec l'arrivée du centre d'expérimentation atomique en Polynésie. Vous, où est-ce que vous avez eu le sentiment de vivre un avant et un après ? En Haïti ? En Haïti ? Le problème de Haïti, c'est que autant la population... est remarquable. Autant les gens ont une intelligence dans la survie, dans le rapport humain, dans leur capacité de création, autant le pays lui-même est une catastrophe. Et depuis 30 ans que je vais aux États-Unis, malheureusement, nous n'avons jamais vu, moi et ma femme, que ce pays descendre. Ceci étant, je suis arrivé à Port-au-Prince 1 an après le tremblement de terre, et ça, c'était une zone de guerre. C'était une zone de guerre. Et le problème dramatique, c'est que, d'ailleurs, il y a des troubles encore en Haïti ces jours-ci, le gouvernement vient de tomber, etc. C'est que le dernier gouvernement avait ramassé 3,8 milliards de dollars du Venezuela pour reconstruire après le tremblement de terre. Ils ont réussi à voler 3,5. Voler. Ils n'ont rien fait. Donc, maintenant... le tremblement de terre est toujours là. Toute cette zone est complètement détruite. En 2014, nous avions reçu dans l'émission Paris-sur-Mer la commissaire de l'exposition du Grand Palais, Haïti, 2 siècles de création artistique, et un des exposants, le peintre et plasticien Mario Benjamin. Avec ce dernier, il avait déjà été question du matériel de récupération des artistes de la Grand-Rue, mais d'abord de leur sens du collectif auquel Mario Benjamin ne croyait pas du tout. Les artistes haïtiens sont des êtres humains comme partout ailleurs. Ils connaissent la jalousie, ils connaissent le ressentiment comme tout le monde. Donc les écoles ne durent jamais longtemps. Il y avait une école à la Grand-Rue, peut-être jusqu'à présent qu'elle a, mais Guillaudo s'est retiré de cette école. Parce qu'il a jugé qu'il était lésé dans cette école. La solidarité, on l'a quand on est dans la merde. Mais il suffit qu'il y en ait un qui ait réussi un peu, qui se désolidarise des autres. Par rapport à la Grand-Rue, c'est pas que de la récup. Il y a des choses qu'ils achètent, ils utilisent parfois du bois sculpté, le bois est acheté aussi. C'est-à-dire que c'est un peu facile. Par exemple, je ne crois pas qu'on parle de Marcel Duchamp en disant qu'il faisait de la récup. Écoutez, moi je m'en fous. Quand je vois les œuvres, ça ne m'intéresse pas de savoir si c'est de la récup, ça ne m'impressionne pas. La récupération est un phénomène mondial. Il y en a en France, il y en a partout. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat. Alors Mario Benjamin, il dit il ne faut pas qu'on insiste à ce point-là sur la récupération. Vous comprenez son point de vue, Pascal Giacomini ? En partie oui, en partie non. Il y a des gens, il y a des peintres à la Grand-Rue. Il y a des gens qui travaillent le bois. Un des artistes les plus fameux de ce groupe qui s'est maintenant débandé d'ailleurs, essentiellement travaille le bois. Ils ont tous, ou bien ils sont venus d'ateliers mécaniques,
Donc, ils ont déjà pas une formation, mais ils savent, ils font de la mécanique. Et il y a ceux qui sculptent le bois pour faire. Haïti fournit 90% de l'artisanat dans toutes les Caraïbes. Toutes les petites statuettes en bois que qu'un touriste va acheter en Jamaïque, en Guadeloupe, en Martinique, où vous voulez, ça vient de Haïti. Ces gens-là se groupent dans ce bidonville particulièrement, et ils étaient tellement pauvres que essentiellement ils ont fait 100% de la récup. Les collectifs artistiques, il est question de ça aussi, ça n'existe pas vraiment. Les artistes sont des grands individualistes. C'est le Atis Résistance ou les artistes de la résistance se sont constitués en collectif, et ça a très bien marché pendant une dizaine d'années. Ça leur a permis d'exposer dans le monde entier. Est-ce qu'il faut être haïtien pour faire de l'art haïtien? Est-ce que vous faites, vous, de l'art haïtien, par exemple? Du tout. Je ne fais pas d'art haïtien. Le but pour moi, le challenge, quand je me suis fait inviter pour aller là-bas, je voulais me trouver dans une position où j'avais à faire de l'art sans avoir ni les matériaux, ni les outils, ni les postes à soudure, ni les coupes de plasma, ni rien du tout. Et l'idée était, qu'est-ce que tu peux faire quand tu es là avec un tas de débris et en fait un poste à soudure qui n'est pas réglable, et c'est tout. Ça va, Larry. Le saxophoniste guadeloupéen Jacques Schwartzbart dans son morceau Badzilé, tiré de son album Jazz Racine Haïti. Alors, comment s'explique, Pascal Giacomini, l'attraction qu'exerce Haïti sur les autres artistes, tant dans le domaine musical que pictural? Je parlais en préambule du peu d'influence évidemment économique ou politique d'Haïti, mais il y a une très forte compensation sur le plan artistique. Il y a une énergie créatrice remarquable. Et quand Mario, que je connais, dit qu'il y a de la récup qui se fait dans le monde entier, c'est vrai. À ma connaissance, c'est seulement en Haïti que cette récup est transformée en art, c'est-à-dire en sculpture. Il y a des bidonvilles en Inde, en Afrique du Sud, partout où ils font de la récup, mais généralement, c'est de l'artisanat. C'est-à-dire qu'ils fabriquent des choses qui sont parfaitement intéressantes, qui ont toute la qualité que l'on veut, mais qui ne sont pas des créations artistiques à 100%. Ce qui se passe en Haïti, il y a un besoin. Les Haïtiens ont un besoin de s'exprimer, et ils sont et au service de cela, il y a une société extraordinairement riche, de par l'influence du vaudou, de par la théologie du vaudou, de par le panthéon, toutes les histoires qui s'y rattachent, et dans cela, ils puisent et ils créent un art que je n'ai vu nulle part ailleurs. Je ne pense pas qu'il y ait un autre pays dans le monde qui fasse autant de créations artistiques pures avec la récup. À mon avis, quasiment seulement en Haïti, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des artistes qui font des créations artistiques ailleurs, mais la majorité en Haïti, c'est de l'art. Alors je reviens en 2 mots sur les langues, le fait de ne pas être créolophone pour vous, Pascal Giacomini. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des choses qui vous échappent dans l'esprit haïtien? Elles m'ont toujours échappé. Je sais pourquoi elles m'échappent. J'ai une très bonne idée de la façon dont le système fonctionne. Je suis marié dans une famille haïtienne depuis 30 ans. Ça fait longtemps que j'ai compris que pour absorber une culture, on n'a pas besoin de tout comprendre. On a juste besoin de voir ce qui se passe et de l'apprécier à sa juste valeur, et d'être capable de fonctionner dans ce flow. Dernière séquence de l'émission, le Speak French de Jean-Marie Chazot, avec le mot exit, annexé par les anglophones au détriment de sortie dans les avions. Les Québécois, eux, sortent de leur gond. Au Canada, pays officiellement bilingue, un couple de passagers s'était plaint de ne pas voir le mot « sortie » affiché dans les avions de la compagnie nationale, ou alors parfois en plus petit que le terme anglais « exit ». Après 22 plaintes, dont 8 avaient déjà abouti à un dédommagement, monsieur et madame Thibaudot vont donc recevoir 21 000 $ canadiens, 14 300 €, pour violation de leurs droits linguistiques. Passons sur le fait que le mot « exit » est d'abord un mot latin qui veut dire « on sort », mais il s'était indigné aussi de la seule mention
mention lift pour soulever les ceintures de sécurité et d'une annonce d'embarquement en français pour un vol intérieur 3 fois plus courte que l'annonce en anglais. Air Canada qui promet de revoir sa signalisation et qui prépare l'introduction dans sa flotte d'A220-300 sur la chaîne de montage d'Airbus à Mirabel au Québec. On ne dit pas si des mentions bilingues sont bien prévues dans ces nouveaux avions, mais le chef de projet a un accent bien français en anglais. Today the fuselage is completely assembled with parts coming from Montreal for the cockpit and Ireland and China for the rest of the fuselage. Our teams are fully excited to deliver this year this first aircraft to Air Canada. C'est comme ça que vous parlez anglais, Pascal Giacomini ? Non. Ce n'est pas comme ça que je parle anglais. Ceci étant, il se trouve que 40% du vocabulaire anglais est français d'origine. Oui, grâce aux Normands, Hastings 1066. Exactement. Et donc, il y a tellement... Et en anglais, par exemple en anglais, on dit cul-de-sac. Il y a tellement de mots de français. Je ne comprends pas cette bagarre linguistique. Vous trouvez que c'est trop ? Les langues sont comme ça, les langues sont vivantes, les mots se déplacent de l'une à l'autre. Il y a beaucoup de cas connus de certains mots. Compter fleurette est un mot 16e du 15e siècle français. C'est passé en Angleterre, c'est devenu flirt, et c'est repassé, et c'est passé à flirter. Donc ça passe dans un sens, ça passe dans l'autre, les mots se modifient. Alors très très vite, vous avez quelques secondes pour répondre à ça. Entre Obama et Trump, est-ce qu'il y a eu un changement de l'attitude américaine vis-à-vis d'Haïti ? Oui, Trump s'en fout complètement. Et Obama s'y intéressait ? Obama a fait ce qu'il pouvait. En tout cas, il avait au minimum une attitude neutre et il n'était pas en train de saboter l'aide économique, sociale et culturelle aux pays du tiers-monde. Et donc, Obama n'a pas vraiment changé ce qui se passait en Haïti. Il a continué la politique américaine de ce côté-là, qui était ce qu'on appelle benign neglect, une négligence. Mais avec Trump, c'est une catastrophe totale. Merci Pascal Giacomini. Je rappelle votre film Hors du chaos, le voyage d'un artiste en Haïti au 9e FIFDA de Paris. Merci également à Corinne Alexia, Anne Bonneau, Jean-Marie Chazot, Sandrine Weber et Diane Connet.